Bonjour à tous. Comme promis, je vous retrouve avec un roman, l'extrait d'un roman que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, qui est un roman de Maupassant, qui s'appelle Une vie. Maupassant qui naît en 1850, l'année où meurt Balzac. Donc c'est toujours un foisonnement de génie dans ce siècle. On a un petit peu perdu la tradition aujourd'hui. Et Maupassant est caractéristique de deux courants, en fait, le naturalisme et le réalisme. C'est un ami de Zola, donc il a participé aux soirées de Medan, qui est donc un recueil collectif naturaliste. Comme vous le savez, le naturalisme est un mouvement littéraire qui introduit dans les romans une méthode des sciences humaines et sociales, alors que le réalisme, comme je l'ai déjà dit, est un mouvement qui lutte, qui s'est construit en réaction contre ce qu'on considérait comme le romantisme sentimental, le sentimentalisme, auquel s'opposent des chefs de file comme Flaubert. Donc Maupassant est un ami aussi bien de Zola que de Flaubert et son écriture emprunte à ces deux courants. Et on verra dans Une vie, qui est donc un roman qui paraît en feuilleton au départ, en 1883, donc pour vous situer 2 ans avant la mort de Victor Hugo. Il paraît dans Gil Blas, en épisode, et puis sera publié plus tard. Et c'est un roman qui déjà dénonce la condition féminine. On se souvient que Balzac a écrit La physiologie du mariage pour dénoncer ce qu'il appelle la prostitution légale de la femme dans le mariage. Et Maupassant lui emboîte le pas en dénonçant cette éducation des jeunes filles qui ne les prépare absolument pas à ce qui les attend, ces rêves qu'elles nourrissent et qui seront fracassés sur l'écueil de la réalité, ces jeunes filles qui sont souvent mariées contre leur gré, ce qui n'est pas le cas de l'héroïne d'Une vie, qui se marie, qui pense se marier par amour. Mais je voulais vous lire ce passage que je trouve poignant, qui est le récit de la nuit de noces. Et vous allez voir que Maupassant en fait une peinture extrêmement ciselée, très précise, pour montrer le décalage qui existe finalement entre les attentes de cette jeune fille amoureuse et ce que la vie va effectivement lui réserver, puisque une vie, c'est la suite logique de ce mariage, c'est-à-dire que l'on va suivre Jeanne depuis le moment où elle se marie jusqu'à la fin de sa vie, dans toutes les désillusions qu'elle va pouvoir croiser, aussi bien dans sa vie d'épouse que dans sa vie de mère. Donc l'extrait, c'est donc l'extrait de Une vie de Maupassant. Il ne savait plus que dire, que faire, n'osant même pas se regarder en cette heure sérieuse et décisive où dépend l'intime bonheur de toute une vie. Il sentait vaguement peut-être quel danger offre cette bataille et quelle souple possession de soi, quelle rusée tendresse il faut pour ne froisser aucune des subtiles pudeurs, des infinies délicatesses d'une âme virginale et nourrie de rêves. Alors, doucement, il lui prit la main qu'il baisa et s'agenouilla près du lit, comme devant un autel. Il murmura d'une voix aussi légère qu'un souffle. « Voulez-vous m'aimer » Elle, rassurée tout à coup, souleva sur l'oreiller sa tête ennuagée de dentelle et elle sourit. « Je vous aime déjà, mon ami. » Il mit en sa bouche les petits doigts fins de sa femme et la voix changée par ce bâillement de chair. « Voulez-vous me prouver que vous m'aimez » Elle répondit, troublée de nouveau, sans bien comprendre ce qu'elle disait, sous le souvenir des paroles de son père. « Je suis à vous, mon ami. » Il couvrit son poignet de baisers mouillés, et se redressant lentement, il approchait de son visage qu'elle recommençait à cacher. Soudain, jetant un bras en avant par-dessus le lit, il enlaça sa femme à travers les draps, tandis que, glissant son autre bras sous l'oreiller, il le soulevait avec la tête. Et tout bas, il demanda « Allons, vous voulez bien me faire une petite place à côté de vous ?» Elle eut peur, une peur d'instinct, et balbutia « Oh, pas encore, je vous prie. » Il sembla désappointé et un peu froissé, et il reprit d'un ton toujours suppliant mais plus brusque. « Pourquoi, puisque plus tard nous finirons toujours par là ?» Elle lui en voulut de ce mot, mais soumise et résignée, elle répéta pour la deuxième fois « Je suis à vous, mon ami. » Alors il disparut bien vite dans le cabinet de toilette et elle entendait distinctement ses mouvements avec des froissements d'habits défaits, des bruits d'argent dans la poche, la chute successive des bottines. Et tout à coup, en caleçon, en chaussettes, il traversa vivement la chambre pour aller déposer sa montre sur la cheminée. Puis il retourna en courant dans la pièce voisine, remua quelque temps encore, et Jeanne se retourna rapidement de l'autre côté, en fermant les yeux quand elle sentit qu'il arrivait.
Elle fit un soubresaut comme pour se jeter à terre, lorsque glissa vivement contre sa jambe une autre jambe, froide et velue. Et, la figure dans ses mains, éperdue, prête à crier de peur et d'effarement, elle se blottit tout au fond du lit. Aussitôt, il la prit en ses bras, bien qu'elle lui tournât le dos, et il baisait voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise. Elle ne remuait pas, raidie sous une horrible anxiété, sentant une main forte qui cherchait sa poitrine cachée entre ses coudes. Elle haletait, bouleversée sous cet attouchement brutal, et elle avait surtout envie de se sauver, de courir par la maison, de s'enfermer quelque part, loin de cet homme. Il ne bougeait plus, elle recevait sa chaleur dans son dos. Alors son effroi s'apaisa encore, et elle pensa brusquement qu'elle n'aurait qu'à se remonter pour l'embrasser. À la fin, il parut s'impatienter, et d'une voix attristée. « Vous ne voulez donc point être ma petite femme ?» Elle murmura à travers ses doigts. « Est-ce que je ne la suis pas ?» Il répondit avec une nuance de mauvaise humeur. « Mais non, ma chère, voyons, ne vous moquez pas de moi. » Elle se sentit toute remuée par le ton mécontent de sa voix, et elle se tourna tout à coup vers lui pour lui demander pardon. Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d'elle, et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous, toute sa face et le haut de sa gorge, l'étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain, et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu'il la possédait violemment. Que se passa-t-il ensuite ? Elle n'en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête, et il lui sembla seulement qu'il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants. Mais il dut lui parler, et elle dut lui répondre, puis il fit d'autres tentatives qu'elle repoussa avec épouvante. Et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu'elle avait déjà senti sur sa jambe, et elle se recula de saisissement. Là, enfin, de la solliciter sans succès, il demeura immobile, sur le dos. Alors elle songea, elle se dit désespérée jusqu'au fond de son âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée et si différente, d'une chère attente détruite, d'une félicité crevée. Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme. C'est cela, c'est cela. Et elle resta longtemps ainsi, désolée, l'œil errant sur les tapisseries des murs, sur la vieille légende d'amour qui enveloppait sa chambre. Mais comme Julien ne parlait plus, ne remuait plus, elle tourna lentement son regard vers lui, et elle s'aperçut qu'il dormait. Il dormait. La bouche entr'ouverte, le visage calme, il dormait. Elle ne pouvait le croire, se sentant indignée, plus outragée par ce sommeil que par sa brutalité, traitée comme la première venue. Pouvait-il dormir une nuit pareille ? Ce qui s'était passé entre eux n'était donc pour lui rien de surprenant ? Oh, elle eût mieux aimé être frappée, violentée encore, meurtrie de caresses odieuses, jusqu'à perdre connaissance. Elle resta immobile, appuyée sur un coude, penchée vers lui, écoutant entre ses lèvres passer un léger souffle, qui parfois prenait une apparence de ronflement. Le jour parut, terne d'abord, puis clair, puis rose, puis éclatant. Julien ouvrit les yeux, bâilla, étendit ses bras, regarda sa femme, sourit et demanda « As-tu bien dormi, ma chérie ?» Elle s'aperçut qu'il lui disait « tu » maintenant, et elle répondit stupéfaite « Mais oui, et vous ?» Il dit « Oh, moi, fort bien !» Et il se tourna vers elle, il l'embrassa, puis il se mit à causer tranquillement. Vous voyez donc que la condition féminine n'est pas un thème qui vient de naître. Déjà, les grands écrivains, effectivement, au XIXe, se sont emparés de ce sujet après la Révolution française qui a nourri de grands espoirs et lesquels espoirs ont été très vite étouffés. Balzac, Flaubert, Maupassant, tous ces grands se sont intéressés à la condition féminine. J'espère que vous aurez aimé cet extrait, que ça vous aura surtout donné envie de lire l'intégralité de ce roman, qui est vraiment une merveille de bout en bout. Je vous retrouve bientôt.